particulièrement l'expression « la secte la plus formidable au monde », entre guillemets, qui ressemble à l'expression utilisée par Bakounine dans son attaque contre l'usurpation juive de la Révolution 50 ans plus tôt. Le passage de l'article de M. Churchill cité plus haut dans ce chapitre montre qu'il était tout aussi conscient de l'identité de cette secte. Ainsi, les jeunes conspirateurs du docteur Chaim Weizmann de la région talmudique de Russie triomphaient-ils en Russie au même moment où lui-même triomphait à Londres et Washington. La seule différence entre lui et eux, depuis le début, était celle entre le sionisme révolutionnaire, entre guillemets, et le communisme révolutionnaire, entre guillemets, comme il le montre. Au cours de sa période d'étudiant à Berlin, Fribourg et Genève, il avait mené plus d'un débat animé sur ce point de différence qui, pour ceux qui rejettent la révolution en tant que telle, est une distinction qui n'a pas de sens. La secrétaire de M. Balfour, Mme Dugdale, dépeint le débat entre les frères de sang de la Révolution au cours des années où leur triomphe simultané était en préparation. Ouvrez les guillemets, Lénine et Trotsky prirent le pouvoir la même semaine de novembre 1917, où le nationalisme juif gagna sa reconnaissance. Des années auparavant, à Genève, Trotsky et Weizmann avaient exposé nuit après nuit dans les cafés rivaux de la résidence universitaire leurs croyances politiques opposées. Tous deux nés en Russie, ils avaient influencé les foules d'étudiants juifs d'un côté à l'autre de la rue. Léon Trotsky, apôtre de la Révolution rouge, Chaim Weizmann, apôtre d'une tradition intacte depuis 2000 ans, et là, par une coïncidence des plus étranges, la même semaine, chacun d'eux réalisa l'accomplissement de son rêve. En vérité, les tenailles entre lesquelles l'Occident devait être pris avaient été forgées, et chaque poignée était tenue par un des deux groupes révolutionnaires, entre guillemets, nés en Russie, mais pas russes. Pour le docteur Weizmann et ses associés à Londres et Washington, l'événement à Moscou était un embarras passager. D'un certain côté, ils avaient basé leur réclamation de la Palestine sur la légende qu'un lieu de refuge devait être trouvé pour les Juifs persécutés en Russie, manifestement hors de propos, mais assez bon pour la foule. Et maintenant, il n'y avait pas de persécution en Russie. Au contraire, à Moscou, un régime juif gouvernait et l'antisémitisme était un crime capital, ou alors étaient des juifs qui avaient besoin d'un lieu de refuge, entre guillemets. C'est apparemment la raison pour laquelle on devait empêcher M. Robert Wilton de rapporter la nature du nouveau régime à Moscou. Le rabbin Elmer Berger dit, ouvrez les guillemets, le gouvernement soviétique favorisa même les juifs en tant que juifs. D'un seul coup, la révolution émancipa ces mêmes juifs pour qui, auparavant, aucune solution autre que le sionisme ne pouvait être efficace, selon des porte-paroles sionistes. Les juifs soviétiques n'avaient plus besoin de la Palestine ou d'un autre refuge. Le levier de la souffrance de la communauté juive russe que Herzl utilisa souvent pour tenter d'obtenir de quelque pouvoir une charte pour la Palestine n'existait plus. Cela ne dissuada pas le docteur Weizmann. Il informa immédiatement les juifs qu'ils ne devraient s'attendre à aucun répit. Ouvrez les guillemets, certains de nos amis sont très rapides à tirer des conclusions quant à ce qui arriva au mouvement sioniste après la révolution russe. Maintenant, disent-ils, le stimulant le plus fort pour le mouvement sioniste a été supprimé. La communauté juive russe est libre. Rien ne peut être plus superficiel et faux que cela. Nous n'avons jamais construit notre mouvement sioniste sous les souffrances de notre peuple en Russie ou ailleurs. Ces souffrances ne furent jamais la cause du sionisme. La cause fondamentale du sionisme est la lutte indéracinable de la communauté juive pour avoir un foyer en propre. Le docteur Weizmann disait la vérité tout en mentant. Il était vrai que les organisateurs du sionisme ont leur fort intérieur, n'avaient jamais en réalité construit leur mouvement sur les souffrances de notre peuple en Russie ou ailleurs. Ils étaient indifférents à toute souffrance, juive ou autre, causée par le sionisme. Mais ils avaient utilisé, nul doute là-dessus, les souffrances de notre peuple en Russie comme argument pour assiéger les politiciens occidentaux qui, depuis M. Wilson en 1912, s'y référaient constamment. Au cours de cette semaine cruciale, la fausseté de cette entière assertion
bien que révélé, ne fait aucune différence car le gouvernement britannique, comme Madame Dugdale le rapporta, était grandement engagé. Pas même le prétexte qu'un juif, n'importe lequel, avait besoin d'un lieu de refuge, entre guillemets, ne pouvait être maintenu. Monsieur Lloyd George avait entrepris de conquérir la Palestine pour les juifs. L'illusion fondamentale de l'entreprise fut exposée au moment même où elle était accrochée comme un poulet au pied de l'Occident, même si ce défaut irréparable dans sa fonction finira par causer son effondrement, comme celui du messianisme de Sabbatheis Lévi en 1666. La tragicomédie à partir de ce moment devait se dérouler jusqu'à sa fin désastreuse. Sans un événement qui eut lieu plus tard, l'entreprise serait morte de mort naturelle en quelques années et ne suivrait aujourd'hui dans les annales que comme la folie de Balfour. Cet événement fut l'arrivée d'Hitler, Adolf Jacob Rothschild, qui pendant quelque temps combla le vide laissé par l'effondrement de la légende de la persécution en Russie et suscita chez certains juifs un désir de se rendre en Palestine. Pour les sionistes, si Hitler n'avait pas surgi, il aurait fallu le créer. Il réalisa un plan d'effondrement qui pendant un temps sembla presque réaliste. L'épisode hitlérien appartient à un chapitre ultérieur de ce récit.